Merci au Dr Van Hetzel pour son invitation. Et donc, je suis ravie de vous parler de l'imagerie, notamment de ce qui a changé depuis 10 ans dans le cancer du sein. Donc, je vais vous parler des différentes techniques, de l'évolution un petit peu de cette technique, et puis de ce qu'on peut faire aujourd'hui, donc en mammographie notamment. Je vais insister beaucoup sur la mammographie, sur l'échographie, mais également l'IRM et l'interventionnel. Alors, première question, mammographie, où en est-on depuis 10 ans ? Eh bien, depuis 10 ans, c'est globalement l'arrivée de la mammographie numérique, notamment en dépistage individuel début des années 2000, et autorisation en France dans le dépistage organisé, c'est 2008, qui a été autorisé. On a été parmi un des derniers pays en Europe à l'autoriser dans le dépistage organisé. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, puisqu'aujourd'hui la majorité des radiologues sont équipés en mammographe numérique, et beaucoup de radiologues en France pratiquent la mammographie. 80% des 8000 radiologues en France qui font de la mammographie, que ce soit en dépistage organisé, ou en dépistage individuel, ou en diagnostic. Donc c'est vraiment une activité qui intéresse beaucoup les radiologues. Alors, on a cette étude notamment qui a poussé la mammographie numérique, et notamment dans le dépistage, qui a été publiée dans le New England. Une étude d'imagerie dans le New England, ce n'est pas très fréquent. Donc, une étude américaine-canadienne qui a évalué les 5 systèmes numériques qui étaient disponibles à l'époque sur un grand nombre de femmes. Et chaque femme a eu une mammographie analogique et une mammographie numérique en dépistage. Et finalement, on s'est rendu compte que la mammographie numérique dépistait plus de cancers, notamment dans les seins difficiles, donc dans les seins denses, ou en péri- ou préménopause. Et dans cette étude, il commençait à 45 ans. Et donc, ça a poussé notamment la mammographie numérique dans le dépistage organisé. Mais globalement, sinon, les performances étaient équivalentes pour toutes les femmes entre la mammographie analogique et la mammographie numérique. Alors, grâce à la mammographie numérique, on a évolué aussi vers d'autres techniques comme la tomosynthèse, la mammographie 3D que vous connaissez, puis d'autres techniques peut-être un peu moins connues comme la mammographie avec injection ou mammographie double énergie, l'angiomammographie, et également des nouveaux outils qui nous aident au quotidien à détecter plus de cancers sur les images informatiques comme les outils de CAD ou d'aide au diagnostic. Alors, la tomosynthèse, c'est une mammographie un peu différente. Donc, le mammographe va tourner avec des angulations précises, variables selon les différents constructeurs, autour de la patiente, avec des images qui sont ensuite reconstruites tous les millimètres. Donc, chaque constructeur a un petit peu sa technique particulière. L'idée, c'est de tourner autour du sein, de tourner autour des lésions, et de voir plus de lésions dans les seins difficiles, notamment dans les seins denses, et également de faire moins de faux positifs, donc d'avoir moins d'effets gênants liés à des lésions masquantes. Donc c'est une technique qui est arrivée il y a un peu moins de 10 ans maintenant. Alors, et notamment un des premiers grands essais sur la mammographie, sur la tomosynthèse, c'est un essai norvégien, donc l'étude de Oslo, donc 2010-2011, vous voyez que ça fait à peine 8 ans. Donc là, il y avait également presque 30 000 femmes, 50 à 70 ans, qui étaient incluses dans l'étude. Et donc dans cette étude, on comparait la technique classique en numérique, donc 2D, avec rajout d'une séquence de tomosynthèse, et avec 4 lecteurs, analyse intermédiaire. Et alors finalement, on a pu montrer qu'on avait nettement augmenté le taux de détection de cancer. Donc ça, c'est quand même 30% d'augmentation du taux de détection, c'est assez important, donc dans toutes les techniques. En 3D, donc tomosynthèse par rapport à la technique 2D. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne détecte pas forcément des intracanalaires qui peuvent éventuellement conduire au problème de surdiagnostic, mais des cancers invasifs, donc des cancers qui sont difficiles à voir dans les seins denses notamment, et qui sont plutôt des masses ou des désorganisations architecturales. Et également des cancers qui sont plutôt de grade 2, donc c'est des cancers qui peuvent avoir de mauvais pronostics par la suite, donc intéressants à dépister et à traiter également. Et également, c'est une technique qui permet à la fois d'augmenter la sensibilité, donc la détection, mais également d'augmenter la spécificité. Il n'y a pas beaucoup de techniques en imagerie qui permettent à la fois d'augmenter dans les deux catégories. Donc en tomosynthèse, on peut également diminuer les faux positifs qui arrivent quand même relativement souvent en mammographie. Donc c'était montré dans cette étude. Depuis, il y en a eu plusieurs grands essais, et notamment il y a eu un essai qui a été publié la semaine dernière, donc dans Lancet Oncology,
une étude suédoise, cette fois, qui a évalué donc, sur 15 000 femmes entre 2010 et 2015, à partir de 40 ans, donc 40-74 ans, une mammographie 2D classique, 2 incidences, donc la mammographie qu'on fait aujourd'hui, plus l'association d'une vue de tomosynthèse sur chaque sein, avec une compression un petit peu réduite pour que ce soit moins désagréable pour les femmes sur le cliché de tomosynthèse, avec suivi de 2 ans au minimum pour éviter les faux négatifs. Et finalement, on a pu montrer qu'avec une seule vue de tomosynthèse, donc c'était globalement moins irradiant qu'avec une mammographie complète, avec une compression également réduite, et que finalement, on avait nettement une sensibilité nettement augmentée, avec même une seule vue de tomosynthèse, par rapport à une mammographie numérique. Donc là, à des chiffres qui sont 81% de sensibilité par rapport à 60% globalement. Donc également très intéressant, c'est un essai prospectif récent. Alors, pour vous montrer un petit peu un exemple, ici c'est une mammographie qui est difficile parce qu'elle a des seins qui sont de densité C, qui sont donc denses, hétérogènes. Globalement, on ne voit pas grand-chose d'anormal sur cette mammographie de dépistage. Alors, je vais vous mettre un focus ici. Donc, vous voyez comment on analyse en fait la mammographie. C'est un peu différent de la mammographie classique. On a des vues qui défilent. Et donc, nous, on est sur nos consoles à faire défiler les images à la souris. On peut faire augmenter et zoomer. Donc, c'est une activité un petit peu différente qui prend un petit peu plus de temps. Et je ne sais pas si vous avez pu voir sur ici, donc sur la partie supéro-externe du sein gauche, ici, une image spiculée qui était mieux visible sur les clichés de tomosynthèse avec la vue qui passe directement sur la lésion, qui a été ensuite retrouvée en échographie. Mais aujourd'hui, globalement, l'échographie ne fait pas non plus partie du dépistage. Donc ça peut être intéressant, notamment pour détecter ce type de lésion dans des seins denses. Et quand on compare ici globalement les 2 images de mammographie numérique classique et l'image de tomosynthèse, c'est assez évident. Et notamment, on voit très bien ici ces différentes spicules qui sont bien mieux visibles sur les clichés de tomosynthèse, que ce soit sur chaque image ou dans le volume reconstruit par rapport au cliché numérique classique. Voilà, c'était un lobulaire, un cancer qui est difficile à dépister. Alors, la question tomosynthèse en dépistage organisé, où en est-on ? Globalement, en France, la tomosynthèse aujourd'hui n'est autorisée qu'en dépistage individuel. Elle n'est pas encore autorisée en dépistage organisé. Il y a un contrôle de qualité européen qui a été validé en 2016. Donc ça, évidemment, il faut que le contrôle qualité soit valable et validé pour toutes les machines. Le contrôle qualité en français, il est en cours parce qu'il faut que ce soit adapté pour tous les constructeurs. Il y a une évaluation par l'HAS qui va être en cours en 2019. Donc, il y a déjà une réflexion depuis 1 an, mais globalement, toute l'analyse de la littérature va commencer dès janvier. Et probablement qu'on va attendre tout ce travail-là de la HAS pour montrer qu'on est au moins équivalent à la mammographie numérique classique. Et peut-être qu'on va attendre les résultats de la grande étude américaine qui est un petit peu le pendant de l'étude d'EMIST qui avait fait la comparaison de la mammographie analogique avec la mammographie numérique et entre la mammographie numérique et la tomosynthèse. Alors cette étude de TEMIST, l'étude de la CRIN aux États-Unis, donc une énorme étude américaine, canadienne, sur 100 sites qui va évaluer plus de 165 000 femmes, qui a commencé récemment, enfin il y a 1 an, et qui va se poursuivre pour les inclusions jusqu'à fin 2020 avec un suivi jusqu'en 2025. Et donc les femmes de 45 à 74 ans qui sont proposées au dépistage vont pouvoir être incluses dans cette étude pour évaluer les performances comparables de la mammographie numérique et de la tomosynthèse dans chaque bras. Donc il y aura 2 bras, soit un bras uniquement de la tomosynthèse, 2 incidences pendant 5 ans pour les femmes qui seront randomisées dans ce bras tomosynthèse, et dans l'autre bras, ce sera le classique qui se fait aujourd'hui, bras mammographie numérique 2D, 2 vues, donc face et oblique pendant 5 ans, donc tous les 2 ans. Si les femmes ont des seins denses ou des facteurs de risque spécifiques, à ce moment-là, elles auront une mammographie annuelle. Et donc, les résultats ne sont pas connus avant 2025. Alors, je ne sais pas si l'HAS va attendre ces résultats-là. On peut se poser la question.
autre nouvelle technique qui a pu voir le jour grâce à la mammographie numérique, c'est l'angiomammographie. Donc c'est une mammographie particulière, donc numérique, ça ne peut pas se faire avec un mammographe analogique, avec une injection de produit de contraste iodé exactement comme on fait en scanner. Et c'est une mammographie double énergie. Donc sur chaque vue, on acquiert 2 images, haute et basse énergie. Donc la basse énergie n'est pas très irradiante, mais ça irradie un tout petit peu plus, 1,2 fois plus qu'une mammographie classique. Et globalement, c'est pour mettre en évidence des prises de contraste. Donc c'est le même principe que ce qu'on a avec l'IRM du sein. Et donc globalement, cette technique, c'est les mêmes indications que l'IRM, sauf pour le dépistage des femmes à risque, puisqu'aujourd'hui, pour les femmes notamment à très haut risque, on va plutôt préférer le dépistage par IRM, qui n'est pas irradiant. Ça peut être intéressant, notamment dans les bilans d'extension de cancer du sein ou dans les mammographies non concluantes, ce qu'on appelle, nous, les impasses diagnostiques. Donc, on n'arrive pas à savoir si dans une image, on a un cancer ou pas de cancer. Et puis, ça peut être intéressant également pour les femmes qui ont une indication d'IRM et qui ont une contre-indication à l'IRM pour différentes raisons, notamment parce qu'elles ont un pacemaker, claustrophobe, des éclats métalliques, etc. Alors, l'avantage, c'est un examen qui dure la durée d'une mammographie, donc c'est relativement court. Ça peut se faire tout de suite en consultation ou lors d'un rendez-vous de mammographie. On n'a pas forcément besoin de faire un rendez-vous spécifique. 4 clichés seulement à analyser, alors qu'aujourd'hui, les IRM du sein font entre 2000 et 11 000 clichés. Donc évidemment, le temps d'interprétation est plus facile et puis aussi plus facile à lire et à appréhender par les différents cliniciens, puisque vous savez bien que c'est difficile de relire une IRM du sein quand on est en consultation sur un petit écran, sur un CD. Également, ce qui est intéressant, c'est que le même radiologue, s'il décide de faire une angiomammographie, peut faire en même temps une deuxième lecture d'un cliché, faire l'angiomammographie, faire une échographie dirigée. Et donc, il y a une unité diagnostique qui peut être intéressante. Et puis faire la biopsie derrière. Alors, donc, ça consiste en un cliché de basse énergie qui correspond, comme ici, à un cliché de mammographie classique, mais ce sein-là est injecté, vous ne pouvez pas voir la différence comme ça. Un cliché de haute énergie, tout blanc, qu'on n'analyse pas, mais ce qu'on va analyser, c'est le cliché recombiné, où globalement tout le tissu mammaire normal est supprimé. Et donc, la prise de contraste, quand il y a vraiment une lésion suspecte, se voit très très bien dans ce sein où tout le tissu masquant, notamment dans les seins denses, est enlevé. Alors, donc l'intérêt, c'est notamment de dépister des lésions compliquées dans les impasses diagnostiques dans les seins denses, comme ici. Donc, on a sur la diapositive du haut, ici, donc un sein qui est d'analyse difficile. Cette dame avait des douleurs en rétromamelonnaire gauche, mais globalement difficile à voir en mammographie. En échographie, ce n'était pas clair. Par contre, sur l'angiomammographie, eh bien, c'est assez évident qu'il y a une prise de contraste ici en arrière du mamelon, également, qu'on voit ici à la partie inférieure du sein. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de savoir localiser cette lésion, qui était un petit cancer, et d'aller ensuite la retrouver en échographie dirigée et pour la biopsie, plutôt que d'aller finalement à la pêche un petit peu quand on fait l'échographie. Alors, il y a pas mal d'études déjà sur cette technique, notamment qui ont comparé l'angiomammographie à la mammographie ou à la mammographie plus échographie. Et globalement, les performances en sensibilité, spécificité de l'angiomammographie sont bien meilleures que celles de la mammographie, et même de la mammographie plus échographie. Et un point important, c'est qu'on n'est pas du tout gêné par la densité mammaire. Donc pas d'impact négatif, c'est une technique qui est assez reproductible également. Ce qui paraît plus intéressant, c'est de le positionner par rapport à l'IRM, puisque ce n'est pas vraiment une technique de dépistage, puisqu'on va injecter un produit de contraste, on va perfuser la patiente. Donc c'est de voir si finalement on est équivalent ou pas à l'IRM. Et globalement, en tout cas sur les détections de tumeurs et les principales tumeurs additionnelles, on est à la même sensibilité qu'en IRM, avec une bien meilleure spécificité, parce qu'il y a beaucoup moins de faux positifs, comme ce qui peut nous gêner en IRM du sein. Même taille estimée en angiomammographie par rapport à l'IRM, donc ça peut être une technique intéressante, notamment dans les bilans d'extension. Et il y a des études également qui ont évalué le ressenti des femmes sur ces techniques par rapport à l'IRM, où souvent elles se plaignent que l'IRM n'est pas forcément un examen très agréable, avec du bruit qui est long, etc. Donc là, évidemment, c'est un peu différent. Et globalement, cette technique a un ressenti plus favorable par les patientes par rapport à l'IRM.
Alors, pour vous montrer un exemple ici, donc un sein également d'analyse difficile qui est très dense. Ici, c'est un bilan d'extension de cancer du sein. Et globalement, c'est assez facile, même quand on n'est pas forcément expérimenté, de voir qu'il y a des multifocalités avec au moins 3 lésions ici, avec des prises de contraste masse, comme on voit en IRM, et également des prises de contraste non masse. Il y avait de l'intracanalaire associé, donc plutôt indication de mastectomie chez cette patiente. Et on avait bien retrouvé ensuite les différentes lésions en échographie dirigée. Également un autre cas, donc là un sein de densité D, donc extrêmement difficile. On sait que la mammographie a beaucoup moins de performance dans ces cas-là. Alors on peut tiquer sur une petite désorganisation architecturale ici à la partie supérieure du sein droit, mais globalement beaucoup plus facile à analyser quand on regarde l'angiomammographie. Donc là, on n'a pas non plus besoin d'être vraiment expert. On a 3 lésions qui sont tout à fait suspectes avec des contours très irréguliers. Et donc, c'est facile ensuite d'aller les retrouver si on a besoin de faire une deuxième biopsie pour confirmer la multifocalité. Et retrouver également ensuite en échographie dirigée. Donc, ensuite, à part de ces nouvelles techniques, on parle beaucoup du dépistage et la question où est-ce qu'on en est 10 ans après. Alors, 10 ans après, donc, le dépistage a été généralisé en France, organisé en 2004, donc ça fait donc 14 ans. Mammographie bilatérale tous les 2 ans associée à un examen clinique des seins par le radiologue. Donc l'examen clinique, ça c'est en plus de ce qui se fait dans la plupart des pays. Pour les femmes de 50 à 74 ans. Et on sait qu'il faut que les femmes participent, notamment pour espérer faire baisser la mortalité par cancer grâce à la mammographie. Et sur les 10, notamment plus grands essais randomisés récents dont je vous ai montré ici la méta-analyse, finalement on voit que ça marche si les femmes participent, avec globalement régression, diminution de la mortalité de 20%, de 20 à 21%. Vous n'êtes pas sans savoir également qu'on parle beaucoup de polémiques sur le dépistage, avec soit qu'on incite trop les femmes, qu'on leur fait trop peur avec ce type de publicité qui peut être un peu excessive, qui a développé plutôt de temps en temps des craintes de la mammographie, avec le droit des femmes à ne pas faire de mammographie, à vouloir refuser la mammographie. Donc ces polémiques, notamment au niveau au mois d'octobre, ressortent de façon assez intense, et notamment depuis un petit peu moins de 10 ans. Et donc dans tous les magazines également, on parle surtout des effets négatifs de la mammographie, du surdiagnostic, éventuellement des traitements inutiles, des cancers radio-induits, etc. Et avec chaque année, et c'est principalement début octobre qu'on a ces études qui remettent en cause le dépistage qui sont parues. Alors, il faut savoir quand même que malgré tout, ces polémiques ont un effet quand même probablement négatif sur la participation des femmes, avec beaucoup de stress qui est entraîné, et notamment la participation diminue. On était plutôt à 52-53% globalement sur le dépistage organisé en France. Là, les derniers chiffres, on est à moins de 50%, 49,9%, ce qui est quand même un peu dommage. Donc clairement, il y a des bénéfices, la mammographie du dépistage. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des effets négatifs, notamment on peut faire des faux positifs, du surdiagnostic, c'est clair. Donc il faut améliorer le rapport bénéfice-risque. Et des idées justement pour améliorer ce rapport, c'est de travailler sur des dépistages stratifiés en fonction du risque, avec des modèles de risque qui ont fait leurs preuves sur des différentes études. Et il y a des outils aujourd'hui qui permettent de calculer ce risque et de pouvoir stratifier. Donc un essai qui va démarrer très prochainement, 1er décembre, c'est l'essai MyPEPS, un essai européen, donc notamment piloté en Europe par Succès de la Loge, et qui va faire l'objet d'un PHRC en France que je vais piloter. Donc essai de dépistage stratifié selon le risque, étude européenne, avec 26 partenaires. Donc depuis 2 ans, on travaille dessus. Et globalement, ce projet va être conduit dans 7 pays européens, et plus Israël, donc Belgique, France, Israël, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, et on comparera avec l'étude américaine. Donc il y a eu 2 financements, un financement européen et un financement français. L'idée, c'est d'inclure un grand nombre de femmes, donc 85 000 femmes dans ces pays sur 5 ans. Donc début 1er décembre, premières inclusions. Et donc, vous voyez le nombre de femmes qui vont être incluses. En France, on a prévu d'inclure 20 000 femmes dans 30 départements.
L'objectif, c'est de démontrer déjà la non-infériorité d'un dépistage stratifié par rapport à ce qui existe dans chaque pays, par rapport au dépistage standard. Et seulement si on a démontré ça, on peut montrer que c'est supérieur en termes de diminution de la mortalité et diminution des effets secondaires de faux positifs et de surdiagnostic, notamment par ce dépistage stratifié. Donc, il y a déjà un site européen qui a été mis en place. Donc, vous allez en entendre pas mal parler sur les prochaines semaines. Donc, le schéma de l'étude, on va inclure les femmes à partir de 40 ans. Donc, ça, c'est assez nouveau, puisqu'on sait que globalement, en France, c'est 50 ans le dépistage. Mais il y a plus de 80% des femmes de moins de 50 ans qui ont déjà fait une mammographie. Et finalement, on ne sait pas si c'est utile ou pas, ou si elles en font trop ou pas assez. Donc là, on va inclure des femmes de 40 à 70 ans. Donc, qui seront volontaires. C'est un essai clinique, hein, donc c'est un essai particulier. Visite d'inclusion dédiée pour savoir si elles respectent bien les critères. Donc, on ne s'intéresse pas aux femmes à très haut risque, qui, elles, ont un dépistage spécifique. C'est vraiment des femmes qui n'ont pas de facteur de risque particulier. C'est vraiment l'idée d'inclure ces femmes-là. Elles auront une mammographie de référence et ensuite, elles seront randomisées dans 2 bras, donc tirage au sort. Soit le bras standard selon le pays, donc en France, à partir de 50 ans, donc mammographie tous les 2 ans. Ou soit, si elles ont moins de 50 ans, pas de mammographie avant la sortie de l'étude, donc avant 4 ans. Pour le dépistage personnalisé, donc on va faire un score de risque avec différents facteurs, donc l'âge, la densité mammaire, les antécédents personnels de biopsie du sein, même bénigne, antécédents familial de cancer du sein, plus un test salivaire qui va faire une analyse génomique, qui va notamment analyser 393 SNPs, ce sont des polymorphismes génomiques qui peuvent entraîner une variabilité, un taux plus élevé de cancer du sein en fonction de ces mutations. Donc un score global intégrant donc ces facteurs cliniques plus les SNPs va être calculé. Et ensuite, on reverra les femmes avec le score pour communiquer le dépistage qui sera la résultante du risque. Faible risque, donc moins de 1% de risque de cancer du sein à 5 ans, donc mammographie à la sortie de l'étude à 4 ans. Risque moyen, donc entre 1% et 1,67, mammographie tous les 2 ans, donc comme le dépistage standard. Mammographie, donc entre 1,67 et 6% de risque de cancer du sein à 5 ans, là on fera une mammographie annuelle, plus ou moins écho en fonction de la densité mammaire, et plus de 6% de risque de cancer à 5 ans, là ça va être considéré comme les femmes à risque génétique, donc là on va rajouter l'IRM. Et donc toutes les femmes de toute façon auront une mammographie de fin d'études à 4 ans. Donc cet essai sera inséré dans le dépistage tel qu'il est organisé actuellement. Toutes les tutelles ont donné leur accord. Donc 26 structures de départements de gestion en France, avec 30 départements. Donc les femmes de plus de 50 ans auront l'information dans leur invitation. Et puis les femmes de moins de 50 ans recevront juste une information. Donc c'est un essai clinique, il faut qu'elles soient vraiment volontaires pour participer. Donc qui sera investigateur? Les radiologues, les gynécologues, les généralistes qui souhaitent participer à cette étude. Et puis par contre, tous les radiologues qui font du dépistage pourront faire de la mammographie. Mais donc les 3 catégories de médecins pourront participer et être investigateurs, proposer aux femmes de rentrer dans cette étude. Donc ici la carte des départements en France qui vont participer, notamment toute l'Île-de-France participe. Donc, en parallèle de cette étude, l'échographie, je vais vous montrer un petit peu ce qui a changé depuis 10 ans. Donc, surtout aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on améliore très franchement la qualité d'image et notamment, on utilise des échographies de haut de gamme en scénologie. Avant, quand les radiologues changeaient leurs échographes, ils mettaient plutôt le vieux bas de gamme en mammographie, en scénologie, parce qu'ils ne servaient qu'à faire l'échographie du sein. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, on a tendance, parce qu'il faut vraiment trouver des toutes petites lésions, à mettre un échographe haut de gamme en mammographie. Donc là, on a un score by RADS, un score ACR aussi en échographie. Et puis, on a de nouveaux outils qui ont été développés, comme l'élastographie ou l'écho 3D, ou les aides au diagnostic également en échographie. Et puis, on fait également beaucoup plus de biopsies qu'il y a 10 ans en échographie. Et vous avez ici l'exemple de 2 petits cancers du sein qui sont avec des microlobulations qui sont très bien visibles sur les échographies haute résolution. Ici, un exemple d'élastographie. Donc, c'est un nodule qui a l'air un petit peu ambigu sur les premières images, parce qu'on peut se demander s'il n'y a pas des contours un petit peu flous. Et puis, quand on regarde en élastographie, c'est une technique qui évalue l'élasticité des nodules. En gros, les cancers sont beaucoup moins élastiques que les tumeurs bénignes. Donc, en gros, quand ce n'est pas élastique, l'image est rouge, avec des valeurs élevées.
Ici, donc, on a des vitesses qui sont à moins de 2 mètres par seconde. Quand ce sont des élastographies suspectes, on est au-delà de 3,5. Donc, on est assez confiant pour dire que ce nodule est plutôt bénin. Et en fait, c'était un adénofibrome. Donc, l'idée, c'est d'avoir une meilleure caractérisation possible en échographie, puisqu'on sait qu'on fait des faux positifs, pour diminuer le nombre de biopsies inutiles. Et on sait qu'on fait beaucoup trop de biopsies inutiles. Cette technique, donc ça fait à peu près 10 ans qu'elle existe, en tout cas en routine. Elle peine quand même un petit peu à se diffuser en pratique parce qu'on a tendance quand même à beaucoup biopsier toujours ces lésions bénignes. De même, l'échographie, on peut faire de l'échographie 3D en sénologie, donc en échographie du sein, avec ici en temps réel. On apprécie assez bien les contours qui sont tout à fait irréguliers dans ce type de lésion, mais ça met un peu de temps également à se généraliser dans la pratique. Par contre, ce qu'on parle de plus en plus, c'est l'échographie automatisée du sein. Donc, c'est qui peut être fait en dépistage, parce qu'aujourd'hui, l'échographie, ce n'est pas considéré comme un examen de dépistage. Donc, on la propose plutôt dans les seins denses, dans les seins D, C et D. Et il y a toute une polémique, notamment, qui vient des États-Unis, puisqu'aux États-Unis, ils ne font pas forcément beaucoup d'échographie. L'échographie est faite par les manipulateurs, alors qu'en France, l'échographie est faite par les médecins. Donc, une polémique qui est sortie il y a 5-6 ans sur l'intérêt de l'échographie dans les seins denses. Et donc, l'idée, c'est d'associer l'échographie dans les seins denses en dépistage. On sait que ça peut marcher, notamment chez les femmes à risque, ce qui a été montré dans cette étude, mais qui a montré aussi qu'on pouvait faire beaucoup de faux positifs en échographie. Et l'idée, notamment, de pouvoir diffuser de l'échographie en dépistage, c'est de standardiser la façon de faire l'échographie, puisqu'on sait bien que l'échographie, c'est un peu opérateur dépendant, et d'avoir des techniques qui permettent finalement de balayer le sein de façon complète, avec toujours la même technique par un manipulateur, par exemple. Donc ça, c'est l'idée de l'échographie automatisée. Et donc, il y a différents systèmes qui sont disponibles aujourd'hui, donc avec différents constructeurs, avec un échographe classique sur lequel il y a une sonde avec un bras articulé qui va être manipulé par le manipulateur, donc un non-médecin, et pour faire différentes incidences sur le sein et faire des images qu'on peut ensuite relire et qui peuvent balayer tout le sein. Il y a d'autres systèmes aussi qui existent un petit peu plus confidentiels, où là, les femmes sont sur le ventre, un peu comme ce qu'on fait en IRM. Et donc, 3 incidences qui peuvent être faites par sein, donc une incidence de face, externe, interne, avec des coupes millimétriques qui vont être acquises, qui vont pouvoir être relues, avec des reconstructions dans tous les plans, qui peuvent permettre de bien voir certains cancers. Donc, la totalité de l'examen fait à peu près 15 minutes sur 3 incidences par sein. Donc, l'intérêt, c'est que l'imagerie est standardisée, qu'on peut également trouver plus de lésions dans des seins denses. L'idée, c'est que ce ne soit pas fait par le radiologue, puisque le manipulateur va pouvoir faire cet examen, et que c'est un examen qui peut être revu facilement. Alors ici, on avait un cas de cancer assez bien visible ici sur un sein dense à la partie supérieure. Et quand on regarde cette échographie 3D avec des reconstructions, finalement, on peut essayer de faire une échographie sans l'avoir fait vraiment, donc en relisant simplement les images, avec ici un premier cancer qui a été vu, celui qu'on voyait sur la mammographie, mais également une deuxième image, ici retrouvée, et également une troisième image. Donc on peut détecter ces différentes images en simplement faisant défiler les images à la console. Et c'était un cancer de grade 2 multifocal. Voilà. Alors les résultats, donc c'est intéressant cette technique, notamment si elle est couplée à la mammographie, puisqu'on améliore vraiment le taux de détection de cancer, surtout dans les seins denses, avec des cancers qui sont plutôt invasifs, et un taux de rappel qui est à peu près similaire à celui de l'échographie. Et donc il y a différentes études maintenant, même prospectives, qui ont évalué cette technique, qui montrent vraiment qu'on peut améliorer la détection de cancer dans les seins denses. Alors en pratique, en France, pour l'instant, elle n'est pas vraiment diffusée puisque l'échographie est faite par les radiologues. Donc c'est plutôt dans les pays où l'échographie est faite par les manipulateurs. Donc il y en a pas mal aux États-Unis, en Asie aussi, où les femmes ont particulièrement les seins denses. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation dans les guidelines européennes. Ce sera peut-être à évaluer avec la tomosynthèse, quand la tomosynthèse sera mise en dépistage. Très rapidement, l'IRM du sein, ce qui a changé depuis 5 ans, on a surtout beaucoup plus d'indications. Et ce qui est vraiment à souligner, c'est le dépistage des femmes à risque génétique. Ça fait à peu près depuis 2000 qu'on commence à le faire. Donc les femmes à très haut risque de cancer du sein.
mutations génétiques, qu'on fait donc mammographie, échographie, IRM tous les ans, notamment à partir de 30-35 ans. Donc également, on a bien amélioré la qualité d'image en IRM sur ces 10 dernières années, avec des séquences de très haute résolution. Donc c'est vraiment sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Et on travaille maintenant de plus en plus sur des séquences rapides de perfusion pour essayer de mieux caractériser, parce que c'est un peu le problème de l'IRM, on fait beaucoup de faux positifs. On fait également des biopsies depuis une quinzaine d'années, donc en IRM, pour des lésions qu'on va ne voir qu'en IRM. Alors ici, exemple de bilan d'extension sur un cancer agressif sur des seins denses, avec des images, ici c'est une IRM haute résolution, donc vous voyez très très bien les détails des différentes tumeurs ici qui sont vraiment vascularisées, et on peut très facilement faire des reconstructions dans tous les sens, et voir donc faire un bilan d'extension locale assez précis. Et ici, c'est une procédure de biopsie guidée par IRM, donc qu'on en fait à peu près 90 par an chez nous, donc ce n'est pas la majorité, mais ça rend service, hein, dans les cas notamment de femmes à risque, pour aller biopsier ces lésions-là qui vont être visibles qu'en IRM, qu'on aura dépistées par IRM. Ici, un exemple de... C'était une maladie de Paget du sein, donc avec une prise de contraste ici qui n'est pas facile à voir, ici, donc suspecte, qu'on n'avait pas retrouvée par d'autres techniques. On arrive à trouver sa localisation sur les images de pré-biopsie. Et donc ici, c'est une image en cours de procédure, donc c'est notre coaxial et on vise directement cette zone-là. Et donc ici, c'était un cancer intracanalaire, donc c'était intéressant de le prouver, puisqu'elle avait une maladie Paget du sein, donc c'est une indication de mastectomie et non pas de pammectomie. Et puis on fait également beaucoup plus de biopsies depuis 10 ans, donc avec tout l'arsenal d'aiguilles qu'on a, notamment avec de la cytoponction jusqu'à la biopsie radiofréquence. C'est vraiment impératif aujourd'hui d'avoir une biopsie préopératoire. On sait que les chirurgiens opèrent mieux en fonction, parce que quand ils connaissent le diagnostic, c'est toujours mieux d'informer les patientes également de leur diagnostic. On peut faire des biopsies sous stéréotaxie, sous tomosynthèse, sous échographie, comme on peut voir ici, sous stéréotaxie pour les microcalcifications, les distorsions, et sous échographie plutôt réservée pour les masses. Et puis également, on peut proposer des techniques de destruction percutanée. Donc ça, c'est également nouveau depuis une quinzaine d'années. L'idée, c'est de pouvoir détruire directement, sans opérer, donc les tumeurs du sein, sans les opérer. Donc dans des procédures dont on a un peu parlé tout à l'heure de désescalade thérapeutique. Ou alors pouvoir traiter des femmes qui ne pourraient pas relever de la chirurgie. Il y a de nombreuses techniques qui existent. Elles sont encore assez peu diffusées aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, elles seront beaucoup plus diffusées. Donc on utilise soit des techniques qui vont chauffer les lésions, donc avec des ondes électromagnétiques comme la radiofréquence, le laser, les micro-ondes, ou alors on va brûler les lésions par le froid. Donc on va utiliser la cryothérapie, on va geler les lésions, ça détruit également les tumeurs. On peut aussi utiliser des ondes mécaniques sans avoir à mettre une aiguille dans le sein. Donc c'est les ultrasons focalisés. Et donc, nous, on avait fait un protocole de destruction par laser, donc de tumeurs avant chirurgie, c'était un essai. Donc, sous anesthésie locale, comme on fait pour une biopsie. Donc, on positionne une aiguille au sein de la lésion. On positionne également une autre aiguille qui va évaluer la température à l'intérieur. Et donc, la procédure dure 10 minutes et on peut détruire complètement une tumeur jusqu'à 2 cm. Et donc ici, avec un exemple avant la procédure, avec un cancer du sein typique, pendant la procédure, donc là l'aiguille est dedans. Avant la procédure, on voit très bien la lésion sur l'IRM. Et vous voyez qu'à la fin, donc sur l'IRM de contrôle, on était en réponse complète. Donc la tumeur avait été entièrement détruite, simplement sans avoir à opérer cette patiente. Également, cryoablation, donc là ça se fait sur des techniques plutôt bénignes, donc des adénofibromes ici qui étaient gênants cliniquement. Donc on entraîne un ice ball, donc un glaçon qui va cacher complètement la lésion et qui permet d'avoir une efficacité de régression de taille et qui peut permettre d'éviter une chirurgie, notamment sur un adénofibrome qui peut être douloureux, qui peut être gênant. Alors on m'a demandé, pour terminer, d'essayer de faire de la prospective et de voir ce que ça pourrait être le congrès de l'Institut du Saint-Hartmann dans 10 ans. Donc on va se projeter au 20 octobre 2028, peut-être plutôt en juin, si j'ai bien compris, c'est mieux en juin. Donc 23 juin 2028. Alors je ne sais pas si je serai là.
Mais en tout cas, certains, notamment innovants, certains chercheurs pensent que les radiologues ne devraient plus exister, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc Geoffrey Hinton, qui est le père du deep learning, donc l'intelligence artificielle, donc sans avoir à empiéter sur le topo de Robert Laveissière. En gros, il pense qu'on est au bout de notre existence professionnelle, donc peut-être. Et en tout cas, c'est un sujet d'interrogation et d'inquiétude chez beaucoup de radiologues et chez les jeunes internes aussi aujourd'hui. Alors, l'imagerie du sein, eh bien, je ne sais pas si je serai encore là pour en parler. En tout cas, c'est clair qu'il y aura certainement un boom de l'intelligence artificielle. Peut-être que la deuxième lecture n'existera plus, que ce sera un deuxième lecteur numérique. Peut-être qu'on remplacerait le premier lecteur par une machine. Je ne sais pas. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est le deuxième lecteur. Il y a déjà des systèmes qui existent aujourd'hui d'intelligence artificielle qui peuvent détecter comme des lésions avec des aides au diagnostic. En tout cas, on sera beaucoup plus confronté à l'informatique qu'on ne l'est encore aujourd'hui, avec encore plus d'images, peut-être moins de radiologues pour les interpréter, donc d'où aussi le boom de l'intelligence artificielle. Ici, c'est un système d'intelligence artificielle qui peut détecter des cancers sur les mammographies. Donc le positionnement aujourd'hui n'est pas très clair. Également, on fera peut-être plus de biopsies et ce sera peut-être un robot qui va faire la biopsie à notre place. Donc si on peut faire passer la vidéo, avec des prototypes ici qui sont en cours, avec un robot pour faire de la macrobiopsie. Donc c'est un robot qui sert de bras mécanique, qui porte ici une aiguille de macrobiopsie. Ça fait un peu peur, mais voilà, sur un fantôme de sein. Voilà. Mais en tout cas, il y a des réflexions sur ces thématiques. Bon, pour terminer quand même sur une note un petit peu optimiste, je dirais quand même que l'intelligence artificielle, c'est l'optimisation du passé, parce qu'on a besoin vraiment de beaucoup de données passées pour avancer vers le futur, et qu'au total, c'est quand même l'humain qui peut inventer le futur. Merci. Un grand merci, Corinne, pour cet exposé qui est juste génial. Donc, enfin, on a quand même un métier formidable. Depuis ce matin, on entend parler de beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'imagerie, voilà, on est à la pointe aussi des technologies et puis des interrogations de l'intelligence artificielle. Et voilà, ça donne, en tout cas, les questions sont posées. Alors moi, je pense que le radiologue va continuer d'exister pour les quelques années. Ce sera un autre radiologue, ce ne sera pas le même que... D'ailleurs, enfin, nous, on a fait nos études à peu près en même temps et on ne fait pas le métier aujourd'hui qu'on a appris il y a 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Et ce qui est clair, c'est que les internes d'aujourd'hui ne feront pas le métier qu'on leur demande demain. Donc ça, c'est l'idée, c'est de leur apprendre. Et moi, je crois que c'est l'humain qui va en effet sauver les médecins et les radiologues en particulier. Alors, est-ce que ce sera pas le radiologue d'aujourd'hui? Je pense que l'interventionnel, évidemment, va prendre le pas. Le diagnostic, les machines vont faire le travail pour beaucoup, je pense. Et le guidage d'imagerie, des interventions, etc. Alors, est-ce que ce sera fait par des radiologues ou par des chirurgiens ou par un nouveau métier qui sera un radiochirurgien, parce que ou des manipulateurs? Ça, c'est clair que les frontières entre les différents métiers changent. On a pas mal dans nos métiers de radiologie interventionnelle de gestes qui sont des gestes frontières, qui peuvent être faits par des chirurgiens dans certains pays, par des radiologues dans d'autres pays, par des anesthésistes dans encore d'autres pays. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui est en train de changer aujourd'hui. Et toutes ces techniques, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont là au bénéfice des êtres humains, des patients, d'essayer de dépister le plus tôt possible, et puis de sauver des vies, quoi. Donc c'est vrai que le mammo, no mammo, ça c'est une interrogation. C'est une interrogation pour nous dans la pertinence de notre métier, savoir est-ce que c'est pertinent de faire tel dépistage, etc. Donc ça nous interroge bien sûr et on essaie d'améliorer nos techniques à la fois pour limiter le surdiagnostic mais surtout le surtraitement. Est-ce que vous avez des questions pour Corinne? Oui, docteur Seban. Ah, il y a une dame derrière toi, excuse-moi Eric. Non mais je sais pas. Allez-y, allez-y. Ben, vous avez le micro, Bon, allez-y. alors, je voulais vous demander pourquoi donne-t-on encore les clichés aux patients? Parce que la définition n'est pas du tout la même. Et je ne vois pas l'utilité de récupérer ces clichés au cabinet. Alors, vous avez bien raison, mais en fait, à partir du moment où la mammographie numérique a été autorisée en France, la réserve, c'était que la deuxième lecture se fasse sur film, parce que c'était trop compliqué à cette époque-là, donc en 2008, d'avoir des réseaux.
Ah ben c'est vrai, on ne voit pas la même chose. Par contre, il faut aussi bien respecter la qualité des films. Et c'est vrai que tout ce qu'on peut voir en détail quand on zoome l'image à fond sur les clichés, c'est comme ça. Mais c'est aussi pourquoi il y a un peu de difficulté si on veut imaginer la tomosynthèse en dépistage, parce que là, ce n'est pas 4 clichés, ce serait toutes les vues. Donc ça peut être 40 clichés sur des seins de 4 cm. Mais malheureusement, en France, c'est les coursiers qui envoient les clichés, qui apportent les clichés normaux dans les différentes structures de gestion. Alors, ce serait vrai que ce serait beaucoup plus simple de faire de la dématérialisation, d'envoyer les images par réseau. Mais bon, en fonction de l'équipement des structures, les différents constructeurs, parce qu'il faut que ce soit compatible, les consoles de revue, etc., c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en marche, en place. Donc il y a déjà des équipes, des essais de dématérialisation qui se font, mais globalement ça ne marche pas très bien. Donc ça va venir. Les ménages changent de pays, donc on peut avoir les designs de l'étranger, par photographie qu'on envoie sur c'est un peu. Il faut de la résolution. C'est l'idée de la transmission de l'information. Alors en fait, je pense qu'il y a deux niveaux pour le sein. Après, pour le reste, c'est particulier. La transmission des images. Donc de plus en plus, vous avez accès d'ailleurs à nos PACS, à nos systèmes informatiques, par des lignes informatiques où vous pouvez avoir directement accès aux dossiers informatisés, aux images sur nos consoles, que ce soit chez nous ou dans d'autres cabinets. Aujourd'hui, tout le monde s'organise comme ça. Le deuxième niveau, c'est ce dont vous parliez, c'est le dépistage organisé national. Et là, il y a une homogénéisation en France, et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé mieux pour que toutes les structures françaises puissent envoyer leurs documents au centre de référence que de leur donner 4 clichés. On est en réflexion. Après, c'est très complexe parce que toutes les structures ne sont pas au même niveau d'informatisation, etc., etc. Et que le dépistage national, par définition, doit donner la même chance à tout le monde. Donc on est aujourd'hui dans le plus petit commun dénominateur de la transmission des données, c'est-à-dire encore les clichés. Mais tout ça va changer dans les années à venir. Et on est en train de niveler par le haut. Les radiologues sur le territoire français sont plutôt des gens qui investissent et qui y vont. On les empêche un peu parce que comme on leur diminue les prix chaque année, c'est un peu compliqué d'augmenter la technologie en ayant moins de sous, entre guillemets, pour le faire, mais ils le font. Donc voilà, on en est là, mais c'est évident que notamment la tomosynthèse, on n'aura pas d'autre moyen que d'envoyer les données par de l'informatique et des données digitales qui ne seront plus des clichés. Oui, Eric. Donc, concernant la destruction percutanée est séduisante. Oui. On la connaît aussi pour d'autres nodules, thyroïdiens ou autres. Mais deux questions se posent. Le degré de confiance, dans quelle mesure est-on sûr d'avoir détruit? Et deuxièmement, quel en est le prix? Voilà. Alors, oui, alors c'est vrai que donc nous, dans les essais qu'on a fait, les patientes étaient opérées derrière, donc on pouvait vraiment comparer la corrélation. Et globalement, on s'est rendu compte que, notamment avec le laser, si l'aiguille était vraiment placée vraiment au centre de la lésion, on pouvait faire une destruction jusqu'à 3 cm autour. Donc c'est sûr que ça se réserve qu'aux tumeurs qui peuvent être vraiment localisées, plutôt de bas grade, de bons pronostics, qui ne sont pas forcément multifocales, pas les intracanalaires, pas les lobulaires. Et il faut être sûr aussi qu'au niveau de la technique, on soit bien central. S'il y a un moindre problème technique, c'est clair qu'on n'est pas sûr d'être avec des marges saines, puisque l'idée, ce n'est pas d'opérer les patients derrière. Donc effectivement, c'est une bonne interrogation à avoir. Après, toutes les techniques de laser, c'est très peu coûteux. C'est vraiment, l'aiguille est très... c'est pas du tout coûteux. Et il y a juste besoin d'un échographe et d'un générateur laser. Donc ça peut être une technique qui peut être diffusée, en tout cas au niveau du coût, assez facilement. Et après, ça demande quand même un petit entraînement pratique. Nous, on était 2 radiologues à chaque fois, parce qu'il fallait tenir en même temps la sonde, tenir le... C'est pas si simple. Juste préciser 2 choses. La question que vous posez, c'est la question qu'on avait dans les staffs il y a 20 ans sur les lésions du foie, où nos chirurgiens du foie nous disaient qu'il est impossible d'aller retirer un cancer du foie par de la radiofréquence ou par de la cryo, ce que vous voulez. Aujourd'hui, 90% des lésions du foie sont traitées par des techniques interventionnelles et ne sont plus opérées. Pareil pour le poumon. Alors le sein est beaucoup plus facile d'accès que le foie ou les poumons, donc c'est des techniques qui marchent. Après, toutes les questions, c'est des questions de recommandations internationales autour des fameuses marges dont on parle. Mais moi, pour suivre pas mal de congrès d'oncologie multidisciplinaire, je me rends compte que chaque année,
cette histoire de marge diminue. On était à 10 mm, 5 mm, 2 mm. Je pense que ça, c'est un faux problème. Le problème, c'est de voir ce qu'on fait, comme tu le disais. On a des techniques aujourd'hui d'imagerie tellement sophistiquées qu'on voit au dixième de millimètre près ce qu'on fait. Donc nous, enfin Hartmann, on enlève beaucoup de lésions par ces techniques-là, des lésions bénignes aujourd'hui parce qu'on suit les recommandations. Il y a ce qu'on est capable de faire, et Corinne va montrer, on est capable d'enlever des cancers même de plus de 2 cm aujourd'hui par ces techniques. On ne le fait pas parce que ce n'est pas dans les recos, mais les choses vont évoluer, et les technologies vont évoluer, les chirurgiens vont se les approprier comme des outils supplémentaires de leur métier, mais voilà, donc ce qui s'est passé dans le foie, dans le poumon, est en train de se passer dans le sein, et les indications vont suivre. Après, voilà, ça va évoluer, on ne sait pas, dans 5 ans, dans 10 ans, on verra. Et pour le prix, juste après, je te dis, grosso modo, c'est 4 à 5 fois moins cher qu'une chirurgie classique, puisqu'il y a le prix, il n'y a pas d'hospitalisation, hein, il n'y a pas d'anesthésie générale. Déjà, rien que ça diminue le coût de santé pour les patients, parce que ce sont des actes qui ne sont même pas faits en ambulatoire, qui sont faits en externe pour la plupart, dans le sein, qu'on peut faire en ambu, mais ça vaut en gros à peu près 4 fois moins cher qu'une chirurgie classique, en coût de santé global. Hein. Alors, je ne voulais pas poser cette question, mais je vais quand même faire un commentaire. Oui. Parce qu'entre faire une lobectomie ou une segmentectomie pulmonaire ou une segmentectomie hépatique, ou mettre une aiguille dedans pour détruire la lésion, effectivement, là, il y a un bénéfice qui est incommensurable. Il faut quand même relativiser la toxicité d'une chirurgie mammaire. Non, mais sans vouloir polémiquer du tout sur le... Mais bien sûr, non, mais là on parle des possibilités. C'est pour ça que probablement dans le sein, ça ne s'est pas encore développé comme dans le foie ou le poumon, parce que la chirurgie du sein est une chirurgie, entre guillemets, peu agressive, faite par des gens qui font très très bien, et qui laissent... Alors on l'a vu tout à l'heure, il y avait toutes ces techniques de reconstruction. Mais pour des gens qui ne sont pas opérables aujourd'hui, des personnes âgées ou qui ont des contre-indications, voilà, les indications commencent à... Voilà, c'est un outil supplémentaire. Et chez nous, en fait, ces techniques-là étaient plutôt poussées par un chirurgien. Donc en l'occurrence, c'était Jean-Rémy Garbet qui était assez féru pour qu'on fasse, nous, ces techniques-là, parce que pour lui, il préférait se concentrer sur d'autres techniques chirurgicales peut-être plus compliquées, comme des reconstructions, etc. Et puis laisser entre guillemets, des chirurgies un peu moins compliquées. C'est une vraie raison, ça. Voilà. C'est une vraie raison de... Mais nous, on était poussés par le chirurgien. Si vous dites que la vraie raison, c'est qu'il ne voulait pas faire de tumorectomie, qu'il confie les tumorectomies à un chirurgien. S'il n'a pas le temps de faire de tumorectomie pour faire des reconstructions, c'est pas ça, c'est qu'il y a certaines chirurgies qui peuvent être quand même plus compliquées et qui seront vraiment mieux managées par un chirurgien, et puis d'autres techniques qui peuvent être déléguées, sachant qu'aux États-Unis, ces techniques-là sont managées par les chirurgiens et qui apprennent à biopsier et à utiliser les lasers ou la radiofréquence sous écho. Non, mais ce n'est pas un débat de caste que je veux avoir. Hein. Il y a d'ailleurs quelques essais là, qui sont en cours de faisabilité, des essais notamment sur des lésions frontières, des lésions d'hyperplasie canalaire atypique, etc., entre technique interventionnelle et chirurgie classique. On va voir ce que ça va donner dans les années qui viennent. L'idée, c'est de ne pas reprendre après une macrobiopsie d'exérèse des patients qu'on reprend aujourd'hui en chirurgie. Les indications, il y a pas mal de papiers qui sortent, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, où les indications de reprise chirurgicale sont aussi en désescalade. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément reprendre. On va reprendre les cancers invasifs et certains in situ de haut grade, et on va de moins en moins reprendre les lésions qui aujourd'hui, c'est la règle aujourd'hui, c'est les recommandations de reprendre les lésions intermédiaires, les intracanalaires, les hyperplasies canalaires atypiques ou les hyperplasies lobulaires atypiques, et de plus en plus les papiers sortent où l'intérêt de reprise chirurgicale de ces patientes-là est moindre, et on va peut-être moins opérer aussi les patientes. Là, voilà. Oui. Bon, ma question initiale, c'était sur les biopsies sous IRM. Oui. Parce qu'il est vrai que dans notre équipe, on est à 700 cancers du sein traités, et on a très 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 peu d'indications de biopsies sous IRM. Je voudrais connaître vos chiffres de positivité sur les 90 biopsies. Alors, nous, on avait republié notre série sur les 15 premières années. En fait, on est à 38% de malignité sur la totalité de nos biopsies. Mais parce que, en fait, ce sont surtout des lésions sur les femmes à risque qu'on dépiste avec des toutes petites lésions qu'on n'arrive pas forcément à retrouver en mammographie ou en échographie. Donc, quand on les retrouve, c'est la plupart du temps dans les cas dans les masses, on le fait sous échographie. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des toutes petites prises de contraste vraiment assez compliquées qu'on ne va pas retrouver ni en mammo ni en échographie. Et finalement, la majorité sont bénignes. Donc, on évite des chirurgies, on évite des repérages. Voilà. Non, je voulais faire une petite critique aux radiologues. Non, parce que je pense que c'est peut-être factuel, mais j'ai un peu l'impression que vous jouez le coup un peu tout seul sur ce coup-là. Autant on dit sans arrêt qu'on passe en RCP le dossier, autant j'ai le sentiment
C'est sûrement en fonction des établissement par établissement. Et c'est peut-être plus en privé qu'en ville. C'est pas il n'y a pas de polémique. Mais je pense que la tendance naturelle, c'est un peu que les décisions sur l'interventionnel, qui est quand même un équivalent de chirurgie, Eric Seban l'a dit, hein. Macrobiopsie, c'est une macrobiopsie, c'est pas rien. Et j'ai un peu le sentiment qu'il y a une dérive naturelle qui est en train de s'installer, où finalement tout ça est décidé par les radiologues. Il n'y a pas de staff, il n'y a pas de discussion. Je vois passer quand même très peu de fiches de RCP avec des décisions de radiologie interventionnelle. J'ai de mémoire, je ne sais pas lequel de mes collègues du groupe a un souvenir comme ça, une fiche de RCP, décision macrobiopsie. Moi, je crois que je n'ai jamais vu. Je pense que j'en ai jamais vu. Jamais. Ça veut dire qu'il n'y a pas une malade qui a été discutée en staff, en tous les cas dans les malades qu'on voit. Deuxième dossier pour avis, tout ce que vous voulez. Je me souviens qu'il y en a 0 pour lequel on nous a vendu une fiche de RCP. Question, fait-on une macrobiopsie ou une micro, ou rien, ou je ne sais pas quoi. Enfin, donc il y a une dérive, c'est pas normal. Ça, il faut qu'on ait une RCP avant chirurgie. On ne fait pas la chirurgie. Mais aussi nous, chirurgiens, on présente peu nos dossiers avant chirurgie. On n'a pas de RCP de chirurgie. Dans tous les centres habilités à faire du cancer du sein, oui, Didier. On a peu de RCP pré-chirurgicales. Eh ben, c'est une anomalie, parce que les textes le disent qu'ils doivent être présentés avant l'opération. Mais par contre, je pense que les textes ne parlent pas de la radiologie interventionnelle aussi clairement. Et enfin, je vous rappelle que quand une tumeur est macrobiopsiée, elle est donc fragmentée, enlevée, c'est-à-dire qu'on perd quand même, Marc Sereil le dirait, le principal élément du facteur du cancer du sein, pronostic et décisionnel d'un terme de traitement, c'est la taille de la tumeur. C'est-à-dire qu'on voit arriver une malade qui elle a été macrobiopsiée, elle a un sein qui est comme ça, avec un bel hématome, un beau machin. On a une écho, une IRM, une mammographie, mais on ne sait pas combien fait la tumeur. Alors, on l'estime. Alors, c'est tant à l'échographie, c'est tant à la mammo, c'est tant à l'IRM, c'est tant typiquement. Excusez-moi, on ne peut pas. Non, mais les indications de RCP. On n'a plus un PTNM comme là-dessus. Les indications de RCP, en général, avant biopsie, c'est avant macrobiopsie stéréotaxique qu'on réserve plutôt pour un foyer de micro, qui est habituellement non palpable. Donc c'est dans ces cas-là. Après, en général, les radiologues, c'est parce qu'ils sont en première ligne, parce qu'ils font le dépistage, ils vont trouver la lésion. Il y en a très peu, à ma connaissance, qui vont directement à la biopsie. En général, ils se réfèrent au médecin traitant ou au gynécologue qui suit, et où la patiente a le temps de revoir son médecin référent. Les gynécologues, on vous demande souvent leur avis avant de microbiopsie. Là, il y en a plein qui on a demandé. Ouais. Alors allons-y, on lève la main. Celles qui pensent qu'on leur demande leur avis avant une microbiopsie sur une micro. Il y en a. Et celles qui pensent l'inverse. Moi, je demande à ne pas être informé. C'est partagé. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. C'est bien. Allez, on y va. Allez, on y va.